23h à Abidjan, bienvenue dans votre édition. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une ce soir, le forum de l'Alliance internationale anticorruption du groupe de la Banque mondiale, l'édition 2023, a ouvert ses portes ce mercredi 14 juin au Sofitel Hôtel Ivoire. C'était en présence du vice-président de la République, Timoko Melie-Kone, qui y représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Denis Sassou Nguesso sur la tombe de feu Félix Houphouët-Boigny au troisième jour de sa visite en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre le Congo-Brazzaville et notre pays. Le président Denis Sassou Nguesso s'est rendu ce mercredi à Yamoussoukro où il a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du père fondateur de la Côte d'Ivoire. Et puis, le président de l'Assemblée nationale est au Vietnam en ce moment où il effectue une visite de travail et d'amitié. Arrivé hier mardi au Vietnam, Adama Bictogo a eu plusieurs rencontres ce mercredi. On fait le point dans quelques minutes seulement avec notre envoyé spécial Konaté Moussa. Mais avant, je vous le disais à la une ce soir, le forum de l'Alliance internationale anti-corruption du groupe de la Banque mondiale, l'édition 2023 a ouvert ses portes ce mercredi, au 14 juin donc, au Sofitel Hôtel Ivoire. C'était en présence du vice-président de la République, Timoko Melie-Kone, qui y représentait le président de la République, Alassane Ouattara. On fait le point tout de suite avec Viviane Haïmen. C'est un signe fort. Abidjan abrite depuis ce mercredi 14 juin l'édition 2023 du Forum de l'Alliance internationale anticorruption du groupe de la Banque mondiale, qui réunit des politiques et des experts du monde entier. C'est la toute première fois que l'Alliance internationale anticorruption du groupe de la Banque mondiale tient son forum dans un pays d'Afrique, et c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie. Le vice-président de la République, Kone Timoko Melie, représentait le président de la République, Alassane Ouattara, à la cérémonie d'ouverture de cette importante rencontre qui va permettre un échange d'expériences et un échange de bonnes pratiques pour mieux lutter contre la corruption. Car comme tous l'ont diagnostiqué, la corruption est devenue une gangrène planétaire du fait des avancées technologiques. Le ministre Epiphane Zoro-Balo a salué l'appui que ce forum apporte à l'action du gouvernement ivoirien dans sa lutte contre la corruption. ICHA, le forum de l'Alliance internationale anticorruption, permet de réitérer notre engagement et notre solidarité dans la lutte collective contre la corruption et ses conséquences qui freinent l'élan du développement politique, économique et social de nos sociétés. Avec la déclaration d'Abidjan, qui résumera nos recommandations et engagements communs, ICHA 2023 demeurera un tournant réel d'analyse conjointe et d'échange des informations essentielles au succès de la lutte contre la corruption. La Banque mondiale est prête à travailler avec tous les États qui la sollicitent, mais elle est rigoureuse sur les pratiques de corruption, a fait savoir le directeur général de l'institution mondiale, qui a par ailleurs félicité le gouvernement ivoirien pour les avancées réalisées en matière de lutte contre la corruption. Au nom donc, du groupe de la Banque mondiale, je voudrais rendre une fière chandelle au gouvernement ivoirien pour son effort en vue de la promotion de la bonne gouvernance. La corruption est devenue un défi d'autant plus majeur et qui traverse nos frontières, aussi les plateformes comme ICHA qui rassemble les enquêteurs, les auditeurs, les experts, les procureurs et également des décideurs politiques qui peuvent frayer le chemin sur le plan juridico-légal et ainsi que des représentants des universités et des organisations de la société civile et qui sont les héros, les porte-voix de la lutte contre la corruption, et l'importance de cet effort n'est plus à souligner. Pour sa part, le vice-président de la République, Kone Timoko Melie, a traduit l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement à continuer à assainir la gestion publique nationale. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, accorde un vif intérêt à la tenue de ces assises en terre ivoirienne. Cet appel à l'action traduit l'ampleur de la menace que constitue la corruption
ce fléau mondial qui nécessite une synergie d'action ainsi qu'une mutualisation de nos forces, de nos intelligences, de nos expériences et des bonnes pratiques afin d'y remédier. Les efforts de la Côte d'Ivoire sont reconnus et matérialisés par une amélioration du classement mondial du pays qui est passé de la 130e place en 2012 à la 105e place en 2021, puis à la 99e place depuis 2022, selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Cependant, il convient de reconnaître que, malgré ces bons résultats, beaucoup reste encore à faire au regard de la complexité de ce phénomène. C'est l'un des grands défis de la politique du président Alassane Ouattara, dont le mot d'ordre est, et je cite, « assurer une meilleure gestion des ressources publiques pour une croissance nationale plus forte et plus inclusive au bénéfice de tous ». L'Alliance internationale anticorruption du groupe de la Banque mondiale tient son 5e forum ici à Abidjan du mercredi 14 au vendredi 16 juin. Bref, ce jour chargé d'émotions pour le président congolais Denis Sassou Nguesso. Après une visite de quelques heures seulement à Yamoussoukro, il a quitté la ville à 16h30 GMT cet après-midi. À bord de l'avion qui le ramenait à Abidjan se trouvait le président du Sénat, Jano Aousou-Kouadio, et une forte délégation des deux pays. Notez que Denis Sassou Nguesso effectue une visite d'État ici en Côte d'Ivoire du 12 au 15 juin. Denis Sassou Nguesso sur la tombe donc de feu Félix Houphouët-Boigny au 3e jour de sa visite d'État en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre le Congo-Brazzaville et notre pays. Le président Denis Sassou Nguesso s'est rendu ce mercredi à Yamoussoukro. Le chef d'État du Congo a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Sidonie Davila. 30 ans après sa mort, Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire, continue d'être honoré. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, en visite d'État en Côte d'Ivoire, revient sur la terre de celui qu'il a côtoyé depuis 1979 pour lui rendre hommage. C'est donc avec toute la solennité de ce jour que le président congolais a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de feu Félix Houphouët-Boigny. C'est pour la 2e fois que je viens ici. Quand j'ai accédé à la magistrature suprême de mon pays, le Congo, c'est le premier chef d'État au monde que je suis venu voir en 1979. L'aéroport de Yamoussoukro était déjà construit tel qu'il est là. Et la voie qui mène à Yamoussoukro aussi, telle qu'elle est. Et c'est pour cela que nous disons que Houphouët-Boigny, c'était un visionnaire. Vous voyez, ce qu'il a construit depuis les années 70 garde son actualité. Il m'a accueilli à l'aéroport de Yamoussoukro. Il m'a amené jusqu'à l'immeuble qu'il avait construit pour accueillir ici le président Giscard d'Estaing. J'ai été logé là, il m'a accueilli chaleureusement. Il m'a simplement dit, bon, reste là, repose-toi, et demain, à 10h, je viendrai et nous allons parler. Et j'ai écouté le président Houphouët-Boigny pendant 4 heures. C'est lui qui parlait et j'écoutais. Bon, j'ai parlé peut-être 20-25 minutes, donné un peu des nouvelles du Congo. Donc, au cours de cette visite d'État en Côte d'Ivoire, j'ai tenu encore pour la 2e fois.
à venir ici lui rendre hommage et me recueillir. Voilà. Dès son arrivée à la résidence présidentielle de Yamoussoukro, Denis Sassou Nguesso, le président congolais, a été accueilli par les chefs de village du département de Yamoussoukro, conduit par Nanan Boigny III, qui n'est autre que le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Sa visite hautement appréciée. Des têtes couronnées, Denis Sassou Nguesso est intronisé chef canton. Désormais, il porte le nom Nanan Ngata Kple, recevant ainsi tous les attributs dus à son rang. Aux dernières heures de son court séjour dans la capitale politique, le président congolais achève sa visite à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Voilà, un bref séjour chargé d'émotions, je vous le disais, pour le président congolais, de retour donc à Abidjan dont il détient désormais les clés. Denis Sassou Nguesso a été fait la veille, mardi donc, citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan par le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à l'hôtel du district autonome de la ville. Jérôme Kofi Aboulin pour en parler. Chaude ambiance ce mardi à l'hôtel du district autonome d'Abidjan. Elle est à la dimension de l'illustre hôte attendu. Il s'agit bien évidemment du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. À la faveur de la visite d'État qu'il effectue en Côte d'Ivoire, le président congolais vient recevoir les clés et le parchemin du citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan dans la pure tradition Akan. Monsieur le Président, avec nos parents de Oyo, sachant que votre nom à Abidjan, c'est Sagou. Votre grande famille, c'est Akado. Votre génération, c'est Nyando. Votre catégorie, c'est Dongba. Pour le président Denis Sassou Nguesso, c'est surtout à ses concitoyens, les Congolais, que revient l'honneur qui lui est fait par la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre-gouverneur, je voudrais de tout cœur vous dire merci pour les aimables paroles, pour tous ces témoignages de sympathie que je viens d'entendre et dans lesquels j'ai senti tant d'amitié et tant d'affection. J'accepte avec bonheur les clés de la ville et le parchemin du citoyen d'honneur, deux merveilles symboliques avec lesquelles vous avez tenu à m'honorer ce jour. Je les considère comme un hommage rendu au peuple congolais tout entier. Dans mon cœur, et demeureront à jamais le meilleur gage de votre amitié et le plus beau témoignage de votre fraternité. Si pour son intégration dans la chefferie traditionnelle, conformément à la distinction reçue, le président Denis Sassou Nguesso s'appelle désormais Sagou, son épouse, qui n'est pas en reste, se nomme elle Sagou Bié. Le président de l'Assemblée nationale est lui au Vietnam où il effectue une visite de travail et d'amitié. Arrivé hier mardi à Hanoï, la capitale vietnamienne, Adama Bictogo a eu plusieurs rencontres ce mercredi 14 juin. Il a été reçu par le président de la République socialiste du Vietnam, aussi par le Premier ministre vietnamien. Séance de travail également avec le président de l'Assemblée nationale du Vietnam. Le renforcement de la coopération entre les deux pays au cœur donc de ces différentes rencontres. C'est ce que nous disent Konaté Moussa et Dramé El Lamine. Siège de l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam à Hanoï, Adama Bictogo est reçu par son homologue vietnamien. Le président de l'Assemblée nationale et sa délégation prennent part à une séance de travail. Après des échanges sur divers sujets dans le cadre de la coopération parlementaire, un mémorandum d'entente est signé. Le Vietnam, sur ces 35 dernières années, a fait preuve de résilience. Le Vietnam est donc un exemple pour beaucoup de pays africains
Investir en Côte d'Ivoire, c'est investir dans la sous-région. La Côte d'Ivoire est donc une porte d'entrée, stable par son économie, stable par sa politique et dynamique, bénéficiant donc du leadership de son président. La Côte d'Ivoire, donc, par sa politique d'ouverture, attend le Vietnam, attend les entrepreneurs vietnamiens pour que cette vision, cette dynamique de la transformation de notre économie puisse être une réalité que nous voulons partager avec donc les entrepreneurs vietnamiens. La Côte d'Ivoire est le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Afrique, après l'Afrique du Sud. Le volume des échanges entre les deux pays est estimé à plus de 670 milliards de francs CFA en 2021. Le président de l'Assemblée nationale appelle donc au renforcement de la coopération sur le plan économique. 80% des noix de cajou de la Côte d'Ivoire sont exportées au Vietnam et près de 70% du coton est exporté au Vietnam. Mais en retour, la Côte d'Ivoire importe 40% de son riz du Vietnam, 45% de tous ses produits électriques, mécaniques du Vietnam. La transformation de notre économie passe par la transformation pour 50% de nos produits agricoles, aussi bien pour la noix de cajou, pour le cacao, le coton, donc autant de produits pour lesquels la transformation, la mise en place d'industries permettrait donc à la Côte d'Ivoire de prendre toute sa place. Et nous sommes convenus que dans nos échanges, nous puissions donc créer un cadre qui puisse donc faciliter la mise en place, sinon la collaboration, l'association, la mise en commun de nos différents chefs d'entreprise à l'effet de pouvoir donc renforcer ce partenariat. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam datent de 48 ans. Adama Bictogo est le premier président d'institution de Côte d'Ivoire à effectuer une visite officielle au Vietnam. En cette qualité, l'hôte du peuple vietnamien a eu une rencontre avec le premier ministre Pham Minh Chinh, avec qui il a échangé sur l'accroissement des relations d'amitié entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire. Il s'est aussi entretenu avec le président de la République socialiste du Vietnam, Vo Van Thiong, à qui il a transmis les salutations fraternelles du chef de l'État, Alassane Ouattara. Et cette nouvelle qui rassure, la hausse des prix de l'électricité ne va pas entraîner l'augmentation des prix des produits de consommation. Le 8 juin dernier, vous vous en souvenez certainement, l'État a annoncé l'entrée en vigueur dès le 1er juillet 2023 de nouveaux tarifs de l'électricité. Une hausse des prix pour 11% des abonnés. Les ménages, notamment les populations vulnérables, ne sont pas concernés, mais depuis cette annonce, les populations craignent une flambée généralisée des prix des produits de grande consommation. Il n'en sera rien. Engagement pris par les industriels hier mardi, c'était à l'issue d'une séance de travail entre le secteur privé et le gouvernement. On en parle maintenant avec Léon Pro. La hausse du tarif de l'électricité en juillet prochain ne va pas entraîner une flambée généralisée des prix des produits de grande consommation. Conclusion de la séance de travail entre le gouvernement et le secteur privé, représentés respectivement par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, ainsi que les organisations professionnelles, les chambres consulaires et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Nous sommes parvenus à la mise en place d'un comité de concertation. Nous allons trouver les moyens et les mesures de pouvoir minimiser, soit à zéro, les prix de vente de nos produits à la population. Concrètement, les efforts du secteur privé vont jusqu'à l'absorption totale des éventuels surcoûts engendrés par la hausse des tarifs de l'électricité sur les prix des produits. En contrepartie, l'État garantit au secteur privé des concessions, notamment l'assainissement de la concurrence, des appuis. Objectif, préserver le pouvoir d'achat des populations, car en réalité, quoique ne concernant pas les ménages à faible revenu, la hausse tarifaire sur l'électricité impacte les chaînes de valeur. Au niveau de la consommation, le réajustement de 15% du prix de l'électricité entraîne également
une variation du prix au consommateur final, compris entre 0,75% et 3,03% des produits de grande consommation, notamment le fer à béton, le ciment, l'huile de palme raffinée, le sucre et quelques catégories de poissons congelés. Pour ce qui concerne les produits vivriers, le riz importé, la viande de porc, la viande de mouton et la viande de bœuf, le réajustement du prix de l'électricité n'a pas d'impact direct sur le prix final au consommateur. Elle ne concerne pas les abonnés de 0 à 10 ampères. La hausse du tarif de l'électricité représente un ajustement moyen de 9,6% et concerne les abonnés de plus de 10 ampères, des moyennes et hautes tensions. Les nouveaux tarifs entrent en vigueur le 1er juin 2023. Et on parle économie toujours. Le bureau des douanes de Takikro, à la frontière est avec le Ghana, dispose désormais d'un scanner à rayon X pour conteneurs et véhicules. Notez que l'outil de contrôle ultramoderne de vérification des marchandises a été mis en service par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. C'était lors d'une double cérémonie d'inauguration et de remise des locaux réhabilités à la caserne des douanes de la dite ville. Herman Niamé. Chose promise, chose due. Lors de son passage à Takikro en 2018, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, avait fait la promesse de doter le bureau des douanes de Takikro de matériel adéquat pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Eh bien, c'est chose faite. Le bureau des douanes de Takikro vient de bénéficier d'un scanner ultramoderne de dernière génération qui permet de débusquer les contrebandiers de toutes sortes. Vous êtes venu mettre à la disposition des agents de douane un scanner. Un outil moderne, performant et efficace. Un guichet unique d'inspection non intrusif de cargaison qui permettra aux douaniers de réduire le temps de passage des camions tout en luttant efficacement contre la fraude. Et c'est parce que vous avez investi que vous êtes en droit légitimement d'attendre un retour sur investissement. Dans la cabine du scanner, le ministre Moussa Sanogo a apprécié lui-même le fonctionnement de cet outil sous l'œil avisé des agents des douanes rompus à la matière. Vous voyez, avec ce scanner-là, on sera capable de découvrir beaucoup de choses que les gens veulent cacher, qui peuvent aller même jusqu'à la sécurité de notre pays. Car vous savez qu'un pays qui n'est pas en paix, c'est un pays où on ne peut pas faire grand-chose. Je voudrais me tourner vers nos agents. Quand l'État a déployé ses efforts, je voudrais également que chacun d'entre nous puissions penser à renvoyer l'ascenseur à l'État. Ça veut donc dire que nous devons faire preuve d'exemplarité, que nous devons faire preuve d'efficacité. Le scanner mobile a une puissance de 4 mégaélectronvolts. Il scanne toutes les cargaisons et permet à l'espace de 5 minutes de connaître le contenu du camion et de s'assurer que ce que l'usager a déclaré est conforme à ce qui est dans le camion. Il peut scanner en 1 heure 25 camions de 30 tonnes, contrairement au contrôle physique qui peut durer 3 jours pour un seul camion. Outre le scanner, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État a également visité les bureaux et le centre de surveillance réhabilité qui présente désormais fier à lui. Rappelons qu'un détachement des éléments des douanes ghanéennes a pris part à cette rencontre aux côtés de leurs homologues ivoiriens pour traduire la parfaite synergie d'action entre les agents aux différentes frontières. Et de Takikro, on se rend à Paris où l'édition 2023 du Salon international de l'innovation technologique dénommé Viva Technologie vient d'ouvrir ses portes dans le 15e arrondissement. 4 jours durant, les startups issues de 146 pays vont présenter leurs inventions et services aux investisseurs et aux visiteurs. La Côte d'Ivoire y participe avec une douzaine de startups évoluant entre autres dans les domaines de l'éducation, de la robotique, de l'environnement, la santé et le e-commerce. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, dont l'une des priorités est l'accompagnement et le développement des startups, est justement aux côtés des talents ivoiriens à ce salon international. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de notre envoyé spécial à Paris, Walter Amadou Ouattara. C'est la première fois que les startups ivoiriennes viennent de façon officielle avec un accompagnement de l'État, ce qui montre tout l'engagement, toute la détermination de l'État aujourd'hui à accompagner ces startups. Cet engagement s'appuie sur la volonté du chef de l'État, volonté qu'il a exprimée donc, lors de son discours du
31 décembre à l'occasion du Nouvel An, discours au cours duquel il a décrété l'année 2023, année de la jeunesse, mais avec des messages forts concernant le développement de l'économie numérique, notamment en ce qui concerne le programme d'accompagnement des startups et également donc, la création d'un incubateur étatique donc, qui pourrait mieux les prendre en charge et enfin la possibilité de leur permettre d'accéder au marché public. Fort de toutes ces directives du chef de l'État, il était important pour notre pays d'être présent à ce salon, donc, qui est le plus grand salon des technologies d'Europe, afin de montrer le savoir-faire de nos startups, afin de montrer que la Côte d'Ivoire numérique existe et qu'elle est en train de venir prendre toute sa place. Et on reste à Paris, en France, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la culture et la science, a tenu sa 9e session de la conférence des parties à la Convention 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. La Côte d'Ivoire y était représentée par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Son intervention a porté sur l'engagement de la Côte d'Ivoire à se doter d'industries créatives. C'est avec Eugène Natoubé qu'on en parle. C'était lui, notre envoyé spécial à Paris. Les acteurs des domaines art et culture sont encore présents à la Semaine de l'Afrique, initiative de l'UNESCO, dans la perspective du développement de ces deux domaines. Quand Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, arrive dans les locaux de l'institution, le décor est planté. Les arts et la culture sont le centre d'intérêt des échanges de la Convention 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. De nouveaux membres a exprimé son engagement à faire des arts et de la culture un levier de sa marche vers le relèvement de son économie par le développement des industries culturelles et créatives. Pour Françoise Remarque, elles sont un énorme bénéfice pour les populations, spécialement les jeunes, à qui ces industries vont offrir une opportunité d'emploi. Notre responsabilité est également de créer les conditions de son autonomisation en s'appuyant sur ce secteur porteur et à fort potentiel que sont les industries culturelles et créatives. Notre ambition est aussi de faire de la Côte d'Ivoire le hub des industries culturelles et créatives par l'entrepreneuriat et dans la sous-région et d'en faire une destination de tournage, un hub de l'industrie musicale, de la mode et du design. Les industries créatives et culturelles occupent une place de choix dans le pilier numéro 1 du Plan national de développement 2021-2025 PND, grâce à la volonté du président de la République Alassane Ouattara. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est un atout majeur, dira Françoise Remarque, d'être membre de la Convention 2005 de l'UNESCO. Cette convention, pour rappel, porte sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Voilà, avec notre envoyé spécial, on faisait donc le point de la 9e session de la conférence des parties à la Convention 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, les échos donc, de cette activité de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. On revient ici même en Côte d'Ivoire pour évoquer cet autre sujet de foncier urbain, début d'identification unique des parcelles foncières donc dans la commune de Marcory. L'opérationnalisation effective de ce dispositif répond aux impératifs de maîtrise et de sécurisation en matière donc de gestion foncière et de planification urbaine. C'est ce que nous dit notre reporter Lanciné Bakayoko. L'identifiant unique du foncier de Côte d'Ivoire va accélérer le traitement des dossiers tout en évitant les risques d'erreurs et de doublons, sources de litiges et de conflits fonciers. Nous avons mis en place divers mécanismes internes qui renforcent aujourd'hui la gestion du foncier, en particulier la commission de régulation foncière, la commission de traitement des litiges, la commission de régularisation et d'approbation des lotissements. Ce chantier de modernisation aura un impact considérable sur le secteur,
à travers la mise en place du système intégré de gestion du foncier urbain SICFU. À la fin, on aura d'abord en ce qui concerne les locataires, ils auront une sécurisation de leurs parcelles parce qu'on va octroyer un document sécurisé qui va les lier à la parcelle et en même temps, ces propriétaires pourront introduire une demande d'ACD. Les communes de Cocody, Bingerville et Songon seront les prochaines localités cibles avant la phase de généralisation au plan national prévue dès 2024. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté était lundi 12 juin dernier à Moussikros et dans la commune de Yopougon. Belmondo Dogo y apportait le soutien du gouvernement aux populations, précisément aux familles des 5 personnes décédées dans un éboulement dimanche 11 juin dernier au petit matin. Miss Belmondo Dogo partage la douleur des familles endeuillées par les fortes pluies qui s'abattent sur la Côte d'Ivoire. Dans la commune de Yopougon, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est venue exprimer la compassion du gouvernement aux familles des défunts. 5 personnes d'une même famille englouties dans un glissement de terrain. Nous sommes venus vous dire cet après-midi que cette douleur-là, elle est partagée par toute la Côte d'Ivoire. Au nom du président de la République, de l'ensemble des membres du gouvernement à la tête du Premier ministre Patrick Achi, nous sommes venus vous dire, nous sommes à vos côtés. En guise de soutien, une enveloppe de 2 500 000 francs CFA remise à la famille éplorée. Nous vous disons merci. Nous vraiment vous disons merci pour vos soutiens, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et Belmondo Dogo de tirer la sonnette d'alarme. À mi-parcours, la grande saison des pluies a déjà emporté sur son chemin une vingtaine de personnes. À ce jour, nous sommes à 25 décès. Rien que pour les pluies en Côte d'Ivoire, nous sommes à 25 décès. Ça fait beaucoup. Nous n'allons pas attendre que nos drames se produisent. Revenir faire le même geste au nom du gouvernement. La solidarité, c'est aussi pour les vivants et non pour les morts. Et le président de la République veut avoir des Ivoiriens en vie que de créer un ministère juste pour dire des Yakou. Alors nous demandons aux ménages de quitter ces zones à risque, que la pauvreté ne soit pas l'excuse pour perdre sa vie. Ils doivent quitter ces zones, eux pour leur vie et surtout pour la vie des enfants qui n'ont pas demandé à naître. À Niangon, toujours dans la commune de Yopougon, la veuve et les orphelins de Joseph Alavi, 48 ans, décédé dans un éboulement, ont également reçu les équipes du ministère de la Solidarité, à leur tête la directrice de cabinet, venue leur apporter soutien et réconfort. Et je vous fais lecture de ce communiqué pour poursuivre. La Commission électorale indépendante, CEI, invite les partis ou groupements politiques et les potentiels candidats aux élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 2 septembre 2023 à une importante réunion d'information et d'échange sur les dispositions relatives à ces scrutins le mardi 20 juin 2023 à 10 heures précises à Cocody de Plateau, la Tri Events. Notez que chaque parti ou groupement politique est invité à se faire représenter par 2 personnalités, dont une femme de préférence, et les potentielles listes de candidatures indépendantes par une personnalité. Pour toute information complémentaire, prière joindre le secrétariat permanent de la CEI au 27 22 40 09 90. Le présent communiqué tient lieu d'invitation. On poursuit sur le terrain politique justement, un séminaire de formation organisé par le secrétaire national des enseignants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, s'est tenu le mercredi 7 juin dernier au siège du parti, c'est à Cocody. On y va tout de suite avec Angela Diallo et Abdoulaye Kone. Dans un contexte politique marqué par les prochaines élections locales, les partis sont à pied d'œuvre pour garantir leur victoire aux prochaines échéances électorales. C'est le cas du RHDP à travers ce séminaire de formation. L'enjeu pour le parti oufouettiste est de mobiliser l'électorat et aussi inviter les militants à la discipline en respectant les décisions du parti. Le choix est libre pour un individu d'adhérer à une organisation, qu'elle soit politique, syndicale ou sociale. Mais dès lors que vous avez fait le libre choix
d'adhérer à cette organisation, vous êtes obligé de respecter les règles que cette organisation s'est données. Revenant sur le sujet épineux des candidats indépendants, le représentant du secrétaire exécutif du RHDP se veut clair. On appelle à la responsabilité du militant et à sa discipline. Pour gagner, il faut discipliner. Il faut que les militants soient mobilisés. Premièrement, il faut qu'ils viennent voter. Au RHDP, la consigne du président de la République est claire. La consigne du président directoire, M. Dibia Kone Kafana, est claire. Au RHDP, on veut 0 indépendant. Nous sommes un parti discipliné, organisé, respectueux de nos règles. À l'issue de ce séminaire, plusieurs recommandations ont été faites aux présidents de section, aux délégués de zone et présidents de comités de base, sans oublier les militants. Parmi elles, le fait d'incarner les positions du parti au plan local et de conduire les candidats retenus à faire preuve d'humilité, de sorte à rendre la main à toutes les forces vives du parti. Et c'est en Italie qu'on achève notre voyage à travers l'actualité. À Milan, des milliers de personnes ont rendu un ultime hommage ce mercredi à Silvio Berlusconi, décédé ce lundi à 86 ans d'une leucémie. Notez que lors de ces funérailles nationales organisées en présence de hauts responsables politiques du pays, une foule acquise à sa cause de près de 9000 personnes prenait part donc à ces hommages. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.